C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer un monument vivant. Guy Rocher a fait tellement pour le Québec. C'est un sociologue, un professeur réputé. C'est aussi un haut fonctionnaire qui a contribué énormément à bâtir le Québec qu'on connaît aujourd'hui. Guy Rocher, à 98 ans, est un phénomène de la nature puisqu'il est capable de nous expliquer le passé en se projetant dans l'avenir puis en nous aidant à comprendre le présent. Je vous présente Guy Rocher. Bien, Guy Rocher, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que si les Québécois ont accès à l'éducation, si le Québec est un petit peu une société apprenante, c'est beaucoup grâce à vous parce que vous avez contribué à ce qu'on a appelé le rapport parent, qui a jeté les bases finalement du système d'éducation comme on le connaît actuellement. Donc, on pense entre autres au cégep, on pense à nos polyvalentes. C'est tous des legs qui sont venus avec le rapport parent. Guy Rocher, lui, qui a été membre de cette commission qui a refait les bases du système de l'éducation, comment il était quand il était un jeune écolier dans les écoles bertholaises? Étiez-vous curieux? Oui, 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 j'étais curieux. Petit garçon, j'étais curieux. Oui, oui. Oui, bon, je vivais à Berthierville et là, mes parents avaient acheté ce qui s'appelait l'Encyclopédie de la jeunesse. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait des vendeurs de livres. Comme il n'y avait pas beaucoup de librairies dans nos villages, il n'y avait pas de bibliothèque non plus, la plupart du temps encore, à cette époque-là. Donc, il y avait des vendeurs de livres, comme il y avait des vendeurs de revues. Et ces vendeurs de livres, entre autres, vendaient ce qu'ils appelaient l'Encyclopédie de la jeunesse, qui comptait une bonne dizaine de livres. Et ces livres ont attiré beaucoup, beaucoup mon attention et ma curiosité. Parce que, bon, le matin, je me levais souvent avant les autres, j'étais matinal. Et là, je courais choisir un des livres. Il y en avait 10, je m'en prenais un. Et mon grand plaisir, c'était de regarder toutes les images, parce qu'il y avait beaucoup d'illustrations dans cette encyclopédie. Je ne savais pas lire, mais les images me parlaient beaucoup, beaucoup. Et ça me permettait aussi de poser des questions après ça à ma mère, à mon père, sur ce que je voyais, des animaux étranges de l'Afrique, par exemple, ou des villes de je ne savais pas où étaient ces pays. Bon, je me rendais compte que mes parents savaient beaucoup de choses, mais en même temps, ça me frappait que mon père disait « Je viens d'apprendre dans le journal que… » Ah bon, il apprenait des choses. Et ma mère disait « Ben moi, je viens d'apprendre une nouvelle recette, je suis en train de la transcrire. » Fait que vous avez appris tôt dans la vie qu'apprendre, c'était quelque chose qui était accessible. C'était quelque chose qui était possible. C'était possible. Et que ma famille était une sorte de petite société apprenante, en quelque sorte, si on peut dire comme ça. Hein? C'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que vous aimiez à l'école? Et là, quand je suis arrivé à l'école, je dois dire que c'était un choc pour moi. Ah oui? Oui, j'ai eu un gros choc à l'école de Berthierville. Si bien que de ma première année à l'école publique de Berthierville, je me souviens des premiers jours, mais je n'ai aucun souvenir du reste de l'année. Ah? Aucun souvenir. Je n'arrive plus à me souvenir de la place que j'avais dans la classe. Je ne me souviens plus de moi me rendant à l'école tout seul. Après ma première année, nous avons quitté Berthierville à cause de la santé de mon père. Oui. Et là, c'était un autre monde. Bon, là, je m'étais familiarisé avec les sœurs, je m'étais familiarisé avec l'école. Je me souviens, moi, d'une religieuse qui s'appelait Sœur Edmond, qui enseignait la 4e et 5e année en même temps. Et Sœur Edmond, elle aimait la langue française. Et ça, c'était pour moi une grande découverte, l'amour et le respect de la langue française. Si, quand je suis arrivé au Collège de l'Assomption, je savais mon français, c'est grâce à Sœur Edmond. C'est elle qui m'a donné le plaisir de le connaître aussi. Et qui me l'a fait connaître dans la joie, je dirais, dans la langue française. Ça veut dire que vous étiez aussi doué à l'école pour entrer au Collège l'Assomption à 11 ans.
c'était pas monnaie courante, là. Non, ce n'était pas ma monnaie courante. J'ai sauté 2 années, en réalité. Bien, c'est que vous étiez très doué. Parce que... Il veut pas dire qu'il était très doué. Ben, j'étais curieux. Voyez-vous, Sœur Edmond enseignait la 4e et la 5e année. Alors, quand j'étais en 4e année, pendant qu'elle enseignait la 5e année, j'écoutais. Alors, j'ai appris la 5e année en même temps que... la matière de la 5e année en même temps que la 4e. Donc, au bout de l'année, j'étais comme finissant en 5e année, par curiosité. Oui, oui. J'étais peut-être rapide aussi. Je pense que oui. Ça allait, oui. Mais donc, le plaisir. Le plaisir. Hein? Et la curiosité. Oui, Deux ingrédients qu'on a identifiés jusqu'à ce jour pour être un apprenant actif et, mettons, doué. On va le dire comme ça. Oui, je le reconnais. Est-ce qu'au collège, il y a des enseignants comme Sœur Edmond qui vont vous marquer, qui vont marquer votre parcours? Ah oui, il y a plusieurs enseignants qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. De différentes façons. Il y a des enseignants qui m'ont marqué en me faisant confiance. Ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire en faisant confiance au fait que je pouvais prendre des responsabilités, que je devais même prendre des responsabilités. Au fait que je pouvais exercer un leadership, ce que je ne savais pas. Moi, je me disais, je suis petit jeune là-dedans, je suis arrivé toujours trop jeune. Et là, on me disait, non, Guy, tu exerces une influence, puis tu ne le sais pas. Il y a des professeurs, je me souviens, il s'appelait l'abbé Alcide Macduff, le père Alcide Macduff, que j'aimais beaucoup, qui était le directeur des élèves, et qui m'avait pris à part, qui m'avait dit, Guy, prends conscience que tu as une influence. Sache ça. Avec ton influence, tu peux faire du mal, puis tu fais du bien. Tu peux faire les deux. Mais essaie de faire du bien. Et puis, par exemple, le professeur de grec que j'aimais beaucoup me prêtait des livres. Et même des livres étonnants. Je me souviens que j'avais été étonné qu'il me prête Gide. Oui. J'en revenais pas. Gide était à l'index. Et il m'avait dit, cache-le. Parce que si un professeur te voit, peut-être ils vont te l'enlever. Ah, mais ça veut dire aussi de l'accès au savoir. Vous parlez des bibliothèques. Le rôle des milieux documentaires, le rôle des bibliothèques, aujourd'hui, c'est essentiel. Ben oui, c'est ça. Et alors, à l'époque, malheureusement, notre bibliothèque n'était pas essentielle. Donc, ce qui était essentiel, c'était que des professeurs nous prêtent des livres. Et la place de l'amitié dans le processus, parce que vous allez faire la rencontre au Collège de l'Assomption de Camille Lorrain. Oui. Est-ce qu'il a joué un rôle dans votre parcours d'apprenant ou ça a été un ami qui a été significatif? Non, Camille Lorrain, j'ai une amitié très variée avec lui. On a fini par se connaître par les livres, parce que Camille avait toujours des livres dans ses poches. Ah! Et puis, même si on n'était pas de la même classe, de temps en temps, on se parlait. Et puis, finalement, quand on est dans les dernières années du collège, les 2-3 dernières années du collège, là, nous avons fondé le Journal des étudiants. Et là, avec Camille Lorrain, il a fait partie de la première équipe de rédaction du journal pour le journal des étudiants, qui s'appelait L'Essor. Hein. Donc, on avait eu la permission du supérieur de fonder un journal étudiant à la condition de ne pas critiquer. Et là, donc, j'ai eu le plaisir de participer à une équipe de rédaction d'un journal. Ça, pour moi, ça a été une grande expérience au collège et une expérience de l'amitié, précisément. Parce que là, on avait notre petit local du journal, on se réunissait là. Et puis, avec mes confrères, c'était très précieux dans ma vie. Là, c'est vraiment, pour moi, le Collège de l'Assomption, en plus d'avoir appris beaucoup de choses, d'avoir étudié et tout ça, mais c'était le lieu de ma véritable socialisation à l'amitié avec mes confrères. Oui. Vous allez aller à l'université, évidemment, mais votre premier choix, c'est pas la sociologie, c'est le droit. Pourquoi? Je ne connaissais pas la sociologie quand je suis sorti du collège. Et, je savais que je ne pouvais pas faire la médecine, ni ingénieur, ni dentiste. Ça prenait des maths. C'est ça, je n'étais pas assez matheux pour ça. Ouais. Et j'avais peur du sang, donc je ne peux pas être médecin. Pas une bonne idée. Non.
Et donc, finalement, qu'est-ce qui restait? Le droit. Et j'étais d'une famille où il y avait beaucoup autour de moi d'avocats, de notaires, de juges. Ma famille était une famille de juristes. Donc, c'était normal que j'aille en droit. Et je me disais, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment fonctionne la société. Ben le droit va probablement me le dire. Et ça a été ma déception. J'ai bien aimé le droit comme droit, mais le droit ne m'enseignait pas la société. Exact. Donc, après une année, j'ai décroché. Et là, bon, je me suis... Je ne savais pas où aller, donc je me suis engagé dans le militantisme des mouvements d'Action catholique à l'époque. Ça m'a aidé beaucoup, parce que là, je retrouvais l'amitié aussi, le militantisme. Et là, j'ai appris qu'il y avait à Québec une faculté des sciences sociales où on donnait des cours de jour en sciences sociales et où il y avait un diplôme. Alors, je me suis décidé, j'ai demandé rendez-vous au Père Lévesque. Qui est le fondateur. Qui est le fondateur et le doyen de la faculté des sciences sociales à l'époque. Donc, on est en 1946-47. Et là, je rencontre le Père Lévesque. Et là, pour moi, c'est le coup de foudre. Je comprends. C'est ça que je veux. C'est les sciences sociales. C'est ça que je cherchais depuis longtemps. Le Père Lévesque m'explique sa faculté. Je dis, ben oui, c'est ça que je cherche. Vous allez donc graduer en sociologie, espérer enseigner comme assistant professeur, mais ça ne va pas tout à fait fonctionner. Ce qui va vous amener finalement à Harvard. C'est quand même pas rien. Les 2 années à Harvard, là j'ai 2 années à Harvard, j'ai passé 2 années à Harvard, 1950 à 1952. 2 années vraiment où là, j'ai vu ce qu'était une université. Bon, l'université Laval, c'était encore une petite université à l'époque. C'était un peu comme un gros collège, presque, nos universités encore à l'époque. Hein. Mais quand j'arrive à Harvard, alors là, des professeurs qui avaient publié beaucoup. Enfin, je voyais des professeurs aux cheveux gris ou à la calvitie, ce qu'on n'avait pas à l'Université Laval. C'était des jeunes. J'étais trop jeune à l'Université Laval. J'avais des vieux professeurs. Vous allez être tour à tour, donc professeur, haut fonctionnaire, ça va faire partie, donc contributeur, on l'a dit, à la commission parents. Comment vous voyez ces différents rôles-là que vous avez occupés dans la société? Mon rôle central, c'était de professeur. Pour moi, ce que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'était l'enseignement, c'était d'enseigner à beaucoup, beaucoup d'étudiants et de travailler avec des étudiants de maîtrise ou de doctorat. Ça, j'aimais beaucoup ça. C'était des périodes d'échange avec des étudiants. Ils m'apprenaient beaucoup en même temps. Parce que des étudiants avec qui je travaillais au doctorat me disaient « Avez-vous lu tel livre, lu telle revue? » Non, ben alors j'étais obligé de travailler pour travailler avec eux. Comme j'avais été militant dans l'Action catholique, j'étais capable de me départager entre mes heures d'enseignement, mes jours d'enseignement, et puis après ça, le travail à la commission parents, qui était différent, bien sûr. Oui, là, une autre dynamique complètement. Là, on travaillait ensemble à essayer de comprendre le système d'éducation d'ici, d'ailleurs, et puis de voir comment on pouvait le changer. Hein. Et là, c'était l'expérience de travailler avec 7-8 personnes intensément. Parce que je peux dire que pendant presque 5 ans, la commission parents se réunissait très régulièrement. Hein. Presque 2 jours par semaine, et parfois 3 jours. Les premières décisions qu'on a eu à prendre dans la commission, c'était par quoi on commence? Parce qu'on avait un énorme programme, un énorme mandat. Alors, il y a des gens qui disaient, bien, commencez par la confessionnalité. Oui. Oh, non, on ne voulait pas commencer par ça. Parce que ça allait faire scandale si on commençait par ça. Ça aurait fait, oui, c'est ça, ça aurait été difficile. Ça. D'autres nous ont dit, on attend de vous une philosophie de l'éducation. Ah! On a essayé de travailler ça. Puis là, on s'est enfargé, ça a été difficile. Si bien qu'un jour, je suis arrivé à la commission en disant, écoutez-moi, je vais vous proposer autre chose que la philosophie. Si on abordait la société québécoise en tant que sociologue, je suis un sociologue,
au fond, le système d'éducation, c'est pour la société. Tout à fait. Quelle sorte de société avons-nous en ce moment? Vers quelle sorte de société on s'en va? Quelles sont les grandes tendances sociales? Il me semble que c'est comme ça qu'on doit voir notre système d'éducation de l'avenir. C'est dans cette perspective sociale. Ah, ça les a frappés. Et c'était la perspective qu'on a adoptée. Ce qui ne nous empêchait pas de nous préoccuper de philosophie en même temps, de la philosophie de l'éducation, mais bon, parfois on nous l'a reproché, cette orientation sociologique du rapport parent, mais c'est la perspective qui a fait que on a pensé le système d'éducation en fonction d'une société québécoise dont on pensait, dont on voyait l'orientation vers l'avenir. Parce que nous, on disait, on travaille pour les 25 prochaines ou les 30 prochaines années. Et peut-être même Après plus ça, il y aura maintenant. d'autres commissions, ils feront autre chose, mais on travaille pour les 25-30 prochaines années. C'est-à-dire aussi avec les enfants qui sont à l'école, là, Oui. qui arrivent, là, puis c'est eux autres, là, c'est pour eux autres qu'on travaille jusqu'à l'université, jusqu'au milieu de travail. Et là, quel bilan vous faites? Parce que finalement, ça a eu un impact beaucoup plus grand que les 25 prochaines années. Ah oui. On vit encore dans l'héritage du rapport parent. Donc, quel bilan vous en faites sur le Québec que vous aviez rêvé? On est passé d'un système qui était très élitiste Oui. à un système démocratique. C'était notre grand objectif. C'était l'objectif majeur de la Commission parents, c'est l'accès de tous et toutes à l'éducation et à l'éducation le plus loin possible. C'est ça. Et ça, de voir que, depuis 50 ans, des générations de garçons et de filles qui n'auraient pas été au secondaire ou qui n'auraient pas été au cégep ou à l'université, ils sont allés. Hein. C'est ça. C'était le grand changement. Et si les femmes peuvent avoir le rôle qu'elles ont dans la société québécoise, c'est parce qu'il y a eu le secondaire, le cégep, l'université, qui a été presque gratuit, en tout cas. Diriez-vous que c'est votre plus grand héritage? C'est le plus grand héritage, certainement, certainement. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous rend optimiste par rapport à l'avenir au Québec? Bien, ce qui peut me rendre optimiste, c'est justement, je trouve que grâce au système d'éducation qu'on a développé, on peut avoir maintenant une jeunesse, pas seulement une jeunesse, mais une société qui a pu se lancer, qui a pu prendre en main son économie. Oui. Beaucoup, beaucoup. Oui, oui, oui. En 1960, nous étions une colonie. Nous étions colonisés, comme une colonie d'Afrique, hein, je dirais. Nous n'avions à peu près pas la possession de notre économie. Mais le système d'éducation a permis à des jeunes de devenir entrepreneurs. Eh bien, ça, pour moi, c'est vraiment encourageant, c'est l'avenir. Ça veut dire qu'il y a un réservoir d'énergie dans la société québécoise. Quelle belle image. Qui est là pour l'avenir. Et en créant des institutions d'enseignement comme les cégeps et les universités, on a contribué à créer une classe d'intellectuels. Les cégeps et les universités en région, ce sont des piliers de développement économique, mais aussi culturel. Parce que, à la différence des collèges classiques, les cégeps, en particulier, les cégeps sont ouverts sur le milieu. Tout à fait. Nos collèges classiques étaient fermés. On vivait en vase clos dans le collège de l'Assomption quand j'étais là. Mais ce qui me frappe quand je vais en région, dans les cégeps, surtout quand on va en région un peu éloignée, c'est comment les cégeps, le personnel des cégeps, les directions des cégeps est en contact avec le milieu, travaille dans le milieu, travaille avec le milieu. Surtout parce que, en plus de ça, ce qui permet ce travail du communautaire, ce sont les options professionnelles. Ça, dans les cégeps, les options professionnelles, c'est une grande richesse. Et ça, c'était mon étonnement de voir le développement des options professionnelles. Parce que quand on a proposé que les cégeps comportent des options professionnelles, on ne pensait pas qu'elles allaient se développer tant que ça. Mais les cégeps ne sont pas que pour les jeunes, les cégeps sont aussi pour les adultes. Pour apprendre toute la vie. Pour apprendre toute la vie. Ça, je trouve ça formidable parce que j'ai toujours été très, très étonné de voir dans les cégeps l'importance de tout à coup l'enseignement continu. Exact.
Qu'est-ce qui vous rend moins optimiste pour le Québec? Ah, on ne dira pas pessimiste, on va dire moins optimiste. Moins optimiste. Bien, je trouve que notre système d'enseignement n'est pas ce que on a rêvé, dans la mesure où j'ai vu se développer trop d'écoles privées, au primaire et surtout au secondaire, qui ont déformé notre système d'éducation. Parce que finalement, nous n'avons pas le système d'éducation que rêvait la commission parents, c'est-à-dire un système d'éducation qui soit vraiment un système d'éducation publique, de la prématernelle jusqu'à l'université. C'était ça, le système d'éducation. Et là, bon, les institutions privées au départ, les institutions privées se sont réintroduites dans le système public et elles sont devenues maintenant, bon, elles ont déformé notre système public parce que on a refait des écoles d'élite avec des écoles privées et à l'intérieur de l'école publique, on est obligé de faire des options spéciales. C'est bien qu'on a un système d'éducation à 3 étages. Le privé et l'enseignement spécial à l'intérieur du public, et puis les autres. Quels sont les ingrédients essentiels pour faire du Québec une société apprenante qui va nous permettre d'apprendre tôt dans la vie, d'apprendre à apprendre, d'apprendre toute la vie et qu'on ne laisse personne derrière? Pour moi, la qualité humaine, une qualité humaine essentielle pour bien vieillir et pour bien vivre, jeune et vieux, c'est la curiosité. C'est avec des projets que l'on peut inventer aussi par curiosité, mais aussi le goût de continuer à apprendre, de continuer à savoir. Et ça, pour qu'un Québec soit un peu comme ça, que ce soit un Québec apprenant, je pense qu'il faut que nos institutions le soient davantage. Bien, ça veut dire que je pense aussi qu'il faut continuer d'entretenir la discussion entre les générations parce qu'on a beaucoup à apprendre des gens qui ont vu et qui ont fait l'histoire comme vous. Et on est très content que vous continuiez de prendre la parole pour nous inspirer, pour nous stimuler intellectuellement, pour nous amener ailleurs. Merci beaucoup, Guy Rocher. Merci beaucoup de m'avoir invité, Marie-Grégoire. Merci beaucoup.